Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de la saison 2 de Les Traîtres, l'émission, la nouvelle émission d'M6 de l'année dernière qui m'avait mis à l'époque une grosse claque. J'étais extrêmement impatient du retour des Traîtres. J'ai même fait un live hier où vous étiez près d'une centaine en live avec moi à peut-être soit attendre le retour du programme, soit à peut-être le découvrir hier soir. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir le programme et j'ai hâte de vous lire en commentaire pour savoir si vous avez aimé, si vous avez été déçu ou voilà, j'ai hâte de savoir. Perso, j'avais une attente démesurée par rapport au programme. Il y a tous les ingrédients, on va dire, pour que normalement je passe une excellente soirée. Un casting exceptionnel, formidable, peut-être l'un des meilleurs castings que j'ai jamais vu dans une émission de télévision de tous les temps. Ça se discute, sortez-moi, parce que dans les castings comme ça de célébrités, je suis désolé, mais il n'y a aucun casting de Danse avec les stars qui peut ne serait-ce que prétendre pouvoir ne serait-ce que se rapprocher de ce casting-là, même pas s'en rapprocher, c'est-à-dire même pas être équivalent, c'est même pas la peine de l'imaginer. Vous pouvez prendre tous les castings, c'est impossible. On peut penser à des castings de Fort Boyard, mais évidemment ils sont moins nombreux, donc c'est plus difficile, mais c'est pareil, impossible. Donc je ne vois pas de casting plus exceptionnel que celui-là. Il coche toutes les cases pour être un programme hyper familial, ce qui est un défaut d'ailleurs de la programmation. Alors elle est ce qu'elle est, mais parce que il a été diffusé hier soir face à la carte au trésor, qui est aussi un programme assez familial, et en plus il y avait les bronzés hier qui était quand même une grosse machine, ce qui fait que le programme a fait 1,8 million de téléspectateurs, donc moins des... L'année dernière je crois que ça avait démarré à 2,3 millions, un truc comme ça, ou 2,5 millions. Donc il y a eu une baisse. Ceci étant, sur cible, ils ont été très forts. Et je pense que c'est un programme qui globalement va être très bien rattrapé en replay. Mais les 3 millions, je crois qu'il y a 3 millions de gens qui ont regardé Les Bronzés, le premier Bronzé, qui a été rediffusé 1 milliard de fois. Je comprends pas quoi. Vraiment, ils ont raté pour moi, parce que je spoil tout de suite, l'un des meilleurs programmes de l'année. Ce sera certainement le meilleur programme de l'année d'ailleurs. Parce que j'ai vu les... Il y a eu des récompenses, pour ceux qui ne savent pas, tous les ans, il y a des récompenses qui sont données par certains magazines télé. Il y en a un qui est particulièrement connu pour récompenser, voilà, meilleur animateur, meilleur chroniqueur, meilleure animatrice, etc. Et pour la meilleure émission d'aventure, voilà, machin, etc. Enfin, pas aventure, mais on s'est compris. C'est Star Academy qui a gagné. Mais jamais, dans aucun univers parallèle dans lequel je vis, il y a moyen que ce ne soit pas les Traîtres qui aient gagné. Bon, c'est Star Academy qui a gagné. Je m'explique pas, même si j'ai aimé le programme, hein, mais comparons ce qui est comparable, comparons des qualités de programme, des qualités de montage, des qualités d'écriture, des qualités de tout. C'était formidable hier. C'était formidable. Alors peut-être que c'est un programme estival, donc je sais pas comment ils le comptent, je sais pas comment, mais honnêtement, quel programme exceptionnel. Et le pire du pire, vous voulez savoir quoi? Oui, je fais une intro un peu longue, mais le risque d'être déçu était énorme. Parce que j'en ai parlé hier, moi ma hype était à 10. Et tout le monde avait une hype à peu près à 9 ou 10, voire même 12 sur 10, c'est pour vous dire. On en parlait en live hier. J'ai vu le casting, c'était du 9 étoiles partout, avec des gens de toute génération, donc hyper pour un programme familial, enfin, ça cochait toutes les cases. Et puis le programme en lui-même est formidable, la mécanique est formidable, Eric Antoine est formidable. Je l'avais dit l'année dernière qu'Eric Antoine était formidable. Il n'avait pas convaincu tout le monde, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas convaincus. J'espère qu'il vous a convaincu hier soir parce que pour moi je l'ai trouvé exceptionnel. Il a mis sa patte dessus, alors je sais qu'il y a une version belge qui existe. À ce qui paraît, le présentateur ne présente pas du tout comme ça. Et ben moi je tiens les paris, j'ai pas vu la version belge, mais je tiens les paris que c'est la présentation d'Eric Antoine qu'on va garder. Parce qu'il y met vachement de pattes. Et c'est un peu comme Denis qui a récupéré Koh Lanta et qui en a pas du tout fait le même programme que la version américaine. Et ben on peut avoir deux versions d'un programme mais pas présentées. Alors il y a les règles qui restent les mêmes, etc. L'univers reste le même. Mais je trouve qu'il y met vachement sa patte, son style, sa façon de... C'est un programme, peut-être d'ailleurs que c'est le programme qu'il incarnera le plus sur la chaîne. Parce que il a présenté le programme avec les Lego. Je trouve que honnêtement il y a apporté très peu, c'était, j'en avais parlé, je trouve qu'il avait fait un bon boulot, hein, mais il en avait très peu apporté. Et bien sûr il y a un incroyable talent, mais c'est discutable parce que pour moi oui il l'incarne parce qu'il fait partie du jury, mais par contre il n'est pas à la présentation, il est dans le jury. Mais c'est comme Gilbert Rozon à l'époque qui pour moi incarnait le programme alors qu'il n'était pas à la présentation. Voilà, pour donner une idée. Bon. Je referme ma parenthèse sur Eric Antoine, on en reparlera parce qu'Eric Antoine j'ai absolument adoré, de toute façon j'ai tout adoré, donc ça va être terrible parce que d'habitude vous me connaissez, je peux faire des reviews salées, j'en ai fait une en début de semaine. Là j'ai tellement tout aimé qu'il y a très peu de choses critiquables. Alors en plus c'est une émission dont on prend plaisir à parler parce qu'il y a plein de choses à dire, plein. Et ma tablette, j'ai jamais pris autant de notes de toute ma vie, donc exceptionnel. Enfin bref, j'espère que vous avez 2 minutes parce qu'honnêtement la review risque d'être un poil longue, je m'excuse, mais il y a tellement de choses à dire.
En tout cas, j'ai absolument adoré et on va rentrer dans le détail maintenant des épisodes. Alors oui, je dis des épisodes puisque chaque Prime a 2 épisodes de 55 minutes à l'intérieur. Déjà une remarque, avant même que je l'oublie. 2 pubs jusqu'à 23h et des brouettes, 23h10. 2 pubs extrêmement digestes, très rapides. La première pub, elle a eu lieu, je l'ai noté sur ma tablette, à 22h06. D'accord? Sur Koh-Lanta, à 9h30, t'as déjà une pub. Hein. Et le programme a commencé depuis 15 minutes. Hein. T'as déjà une pub. Je vous promets que c'est vrai, j'exagère même pas. À 35, si la pub n'est pas encore arrivée, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème sur la chaîne. Ils appellent les assurances, ils font qu'est-ce qui se passe? On a perdu du blé, c'est pas possible. Là, 21h07, on avait la première pub. 22h07, excusez-moi, première pub. Le programme a eu un tout petit peu de retard, mais globalement c'était bien. Et je vais commencer avec un truc, donc déjà, voilà, c'est que l'émission a commencé avant même le début, pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne, puisque lors de la diffusion de la météo sur la chaîne, et ben la présentatrice météo qui est dans le programme d'ailleurs, a vu pendant sa météo l'intervention d'un traître en rouge, etc. Super bien pour une belle campagne de com. C'était fait pendant longtemps sur TF1 ou des choses comme ça, notamment parfois il y avait Camille Combal par exemple sur TF1, ils faisaient ça, qui venait dans une météo pour teaser un truc d'après, etc. Ça se faisait de moins en moins et là c'était extrêmement bien fait, c'était assez surprenant avec la météo comme ça qui tombe dans le noir, enfin très très bien en termes de com, je trouve que c'est très très bien. Limite moi j'aurais été eux, je l'aurais même fait le jour d'avant ou le midi aussi, peut-être pour faire monter encore plus la hype du programme qui était déjà très élevée pour ma part. Je le disais tout à l'heure, l'audience n'a pas été aussi élevée mais la concurrence était énorme. Ceci étant, sur cible ils ont été très bons. Je pense que le replay, j'espère qu'on aura le résultat du replay parce que je pense que pour beaucoup le bouche à oreille va être génial. Je vois pas le moyen que le bouche à oreille soit pas bon. Les retours étaient très bons sur Twitter, ça s'est enflammé. Donc je pense que les retours seront bons, donc il y a beaucoup de gens qui vont le conseiller. Donc des gens qui sont en vacances, etc. Je pense ils vont le rattraper. Et je pense que c'est un programme qui vivra extrêmement bien en replay. Parenthèse refermée. Alors, donc évidemment toujours la même mécanique, je rappelle, c'est un loup-garou en auditeur externe, puisqu'on est là, on connaît l'identité de tout le monde, on en reparlera parce que ça n'a pas été totalement le cas et c'était absolument fabuleux. Fabuleux, mais combien de fois je vais répéter le mot fabuleux? Si jamais vous voulez faire un jeu d'alcool pendant l'été, buvez raisonnablement évidemment et ne prenez pas le volant, mais à chaque fois que je vais dire le mot fabuleux ou extraordinaire ou exceptionnel ou etc, vous buvez un shot, à la fin vous finissez avec 8 grammes dans le sang, c'est absolument exceptionnel parce que de toute façon je ne vais dire que ça, parce que tout était bien. Alors, donc les loyaux contre les traîtres, donc il y a un nombre de traîtres non défini, l'année dernière on savait qu'il y en avait 3, là il est non défini, il y en a à nouveau 3 d'ailleurs. Et les loyaux doivent identifier les traîtres peuvent éliminer les loyaux au fur et à mesure, ceux qui s'approchent trop, ceux qui, pour mettre sur des fausses pistes, etc. C'est absolument fabuleux. C'est un programme qui est tellement parfait dans sa construction que en fait, je n'ai pas vu, quand la première pub est arrivée, il était 22h, donc 22h07 comme je disais tout à l'heure, j'ai fait what the hell. Bon j'ai pas de montre aujourd'hui, mais 22h07, ça se voit qu'on est en vacances, je sais que j'ai pas de montre. Mais 22h07, j'ai fait... Ça veut dire que là, je viens de prendre 50 minutes dans les dents, là. Dans à peu près, presque, plus ou moins, tu vois. Waouh! Je rêve de vivre des moments comme ça, où le temps, tu le vois pas passer, quoi. Enfin bref, rentrons dans le détail. Alors déjà, bon, arrive donc le casting au complet, qui sortent... donc déjà, Frédéric Antoine présente le programme, machin. Il y met vachement sa patte. Je trouve que dans sa présentation, alors sa présentation ressemble un peu, alors pour ceux qui connaissent, là je vais rappeler les heures les plus sombres de TF1, mais voilà, qui ont fait sortir notamment le personnage de Nabila, ceux qui savent, c'était L'amour est aveugle. Et je trouve qu'il présente un peu comme le mec qui présentait L'amour est aveugle, qui faisait d'ailleurs juste l'intro et après derrière on le voyait plus. Voilà, bon bref, une performance qui était sympathique, je trouvais qu'il avait mis une atmosphère dans le programme. Et ben là, Eric Antoine, il fait un peu la même chose, sauf que par contre, on va le revoir beaucoup plus régulièrement dans le programme que l'autre dans L'amour est aveugle. Dites-moi si ça vous a fait penser, parce que là, je trouve que la façon de le faire comme ça, sa façon de parler, dans le noir, machin, enfin, ça m'a bien fait penser. Voilà, vraiment, l'année dernière, je sais pas si ça m'a fait penser, je pense pas que je l'avais évoqué, mais là, je l'ai noté sur ma tablette. Alors, ça commence déjà par une dinguerie. Dinguerie. Jean Lassalle, qu'on présente voilà, comme une figure de la politique qui s'y connaît très bien. Et Jean Lassalle répond quand même dès la première réplique. Non mais moi je n'y connais pas grand chose en politique. Formidable, je crois que déjà là on se dit mais que fait cet homme? Qu'est-ce qu'il est là? Chaque séquence de Jean Lassalle dans cet épisode pourrait être parodiée. Je sais pas si Anto du Rire ou David d'ailleurs de la chaîne Space Babies, je sais pas s'ils vont parodier ce truc là, je sais pas, je n'ai pas l'info, je peux pas, je vous dis pas. Si jamais ils le font, vraiment il y a des pépites je pense partout.
partout. Les expressions faciales sont géniales, y a moyen de faire dire au personnage tout ce qu'on veut, etc. Je pense que c'est une émission qui se parodie, c'est presque du cadeau. Je sais pas s'ils vont le faire, parce que les saisons étaient particulièrement longues, voilà, de Koh-Lanta, etc. Ça va déjà demander beaucoup de travail. Mais j'ai envie de dire, là, s'ils veulent se faire un petit programme pendant l'été, je pense que ce serait un excellent choix. Voilà. Alors, on commence avec on classifie, enfin ils doivent se classifier d'ailleurs, pardon, c'est important, ils doivent se classifier, selon s'ils se considèrent comme des excellents menteurs ou comme des très mauvais menteurs. Claude va d'ailleurs dire tout de suite, donc Claude de Koh-Lanta, moi, donc il se classe dans les 3 premiers, et il dit moi j'assume d'être un menteur, j'assume. On connaît un peu le contexte de la dernière saison de Koh-Lanta, hein, ça peut permettre à sourire. Bon. Et se retrouve dernier, Caroline qui travaille dans l'émission de France 2 Affaires conclues, qui est une des acheteuses, etc. Avec un visage assez reconnaissable, même si t'es pas sur si t'es un public M6 et si tu regardes pas trop France 2. Je trouve que c'est un des personnages, une des figures avec Chalençon aussi qui était pendant longtemps, qui je crois a quitté le programme depuis déjà un petit moment, qui fait partie, je veux dire, des 2-3 figures comme ça que je pourrais identifier. Voilà, il y a vraiment 2 figures comme ça que je pourrais identifier sans même jamais avoir vu le programme, parce que moi j'ai jamais regardé personnellement, et pourtant vous voyez ces 2 personnalités là je les connaissais à peu près. Bon. Et Norbert Tarrer, j'en ai parlé hier en live, j'ai dit que Norbert, moi c'était un personnage que j'adorais, etc. et j'avais qu'une seule hâte, c'est de le voir dans le programme, et donc là il dit, bah voilà, moi c'est que je suis pas, moi je suis assez franc du collier, pump it up, tout ce que tu veux, et donc je me considère pas comme un super menteur, et donc ils se retrouvent tous les 2 derniers. Et là, Eric Antoine annonce aux 2 personnalités, et ben vu que vous n'êtes pas des bons menteurs, vous estimez d'être pas des bons menteurs, vous rentrez chez vous. Et alors là, 2 réactions. Il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires, alors déjà parce qu'en plus à ce qui paraît, il y a eu le même gimmick qui a été utilisé dans la version américaine, donc forcément ceux qui ont vu la version américaine, je pense qu'aussi il y a une forme d'influence, certes, mais en fait le programme, je trouve que c'est un programme qui a tellement installé à sa base et à son origine que c'était un programme dans lequel on allait balayer les personnalités sans aucun regret, sans machin, que vraiment le but c'est de trahir, c'est de les pousser vers la sortie, etc. Et pas forcément, c'est-à-dire que quand tu as un gros nom qui s'en va, une grosse personnalité qui peut partir dès le premier épisode, dès le premier tour d'élimination, il n'y a pas de sentiment de regret, il n'y a pas de... C'est la personne part, elle part, parce qu'en plus on voit même pas son départ, c'est-à-dire qu'elle reçoit le courrier, tu vois, la personne s'en va, mais t'as juste la réaction des candidats qui voient, voilà, les personnalités voient quelqu'un qui revient pas dans la pièce suivante, mais c'est tout. Ou alors l'élimination lors du conseil, mais ça c'est autre chose. Il n'y a pas cette glorification de l'élimination, il y a une glorification plutôt de ceux qui reviennent, vous voyez? Donc en fait, même dans la mécanique, je trouve que c'était hyper bien fait, et Eric Antoine l'a tellement bien vendu. Quand on compare avec des trucs où ça a été vendu dans Koh-Lanta, où par exemple des fois les mecs étaient éliminés, puis au final en fait ils allaient sur une île secrète, etc., ils avaient une seconde chance, etc. Bon ok, là je sais pas pourquoi, probablement parce que je suis tellement hype dans le programme que ça a réussi à marcher un petit peu sur moi. Je me suis dit, d'un côté je me suis dit, je me le disais, je me disais franchement ça fait flic. Et en même temps je me disais mais c'est un coup de génie, c'est un coup de génie. Alors après, je me disais, attention, il y a peut-être une mécanique, peut-être qu'ils reviendront en trade plus loin, peut-être que s'il y a un trade qui est éliminé à la fin du premier épisode, ils pourront revenir et intégrer la bande des traites, j'en sais rien, mais je gardais ça dans un coin de ma tête. Ceci étant, j'étais sous le choc, parce que mais Eric Antoine, performance, il l'a super bien vendu. Je sais pas si les autres présentateurs qui ont peut-être fait une variante comme celle-là l'ont aussi bien vendu, mais je trouve qu'Eric Antoine l'a vendu exceptionnellement bien. Bon. Ensuite, on a le passage des entretiens de Eric Antoine. Il y en avait eu beaucoup plus lors de la première saison. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une remarque pour dire que ça ralentissait le rythme? Moi je trouve qu'honnêtement les interactions qu'on avait eues dans la saison 1 étaient très bonnes. Je trouve ça dommage qu'il les ait retirées. Mais bon voilà, au final on a eu que 4 ou 5 personnes qui ont pu échanger avec Eric Antoine. Je parle face caméra. Un peu dommage, mais bon c'est comme ça, c'est un peu regrettable. Le scud de l'univers, de l'entier, du monde qui a fait réagir tout le monde, c'est évidemment Eric Antoine qui s'adresse à Claude et qui lui dit « Attention cette fois-ci, tu pourras pas planquer des barres de chocolat sous ton oreiller ». Cette réplique est folle, c'était une dinguerie monumentale. Les gens se sont enflammés sur Twitter évidemment, le monde s'est enflammé par une déclaration comme ça. Claude était presque KO debout, il avait ce sourire, tu sais, mais du sourire du KO debout. Alors, je sais pas quoi répondre à ça, il n'y a pas de bonne réponse tellement c'était propre, bien mis, posé, pam, Eric Antoine, monsieur Eric Antoine, vous pouvez le dire dans les commentaires, dites-le monsieur Eric Antoine. Incroyable, Eric Antoine a été exceptionnel hier. S'il ne vous a pas encore convaincu, il peut rien faire plus. Je le dis, il a été exceptionnel.
Lors des choix, tu vois, en fait, il y a Eric Antoine qui passe et qui met sa main, qui fait des arrêts, qui repart, etc. Honnêtement, j'avais tellement impatient de découvrir que ce moment suspendu dans le temps, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça m'a paru formidable et fantastique. Dans les petits détails, par exemple, vous avez Jean Lassalle, avant le démarrage des différentes sélections, qui fait un petit clin d'œil à Guillaume Play, par exemple, et je sais pas, ça m'a fait délirer là-dessus. Eric Antoine va s'arrêter plusieurs fois, puis il va choisir donc Charlotte de Turckheim. Charlotte de Turckheim que moi je n'avais pas identifié comme traître, je pensais pas qu'elle serait traître. C'est un excellent choix, et ça va se révéler être un excellent choix, mais j'ai envie de dire, les personnalités sont tellement là pour jouer que j'ai l'impression que tout est un excellent choix. On en reparlera parce qu'il y en a un qui va décevoir, c'est Guillaume Play qui va être choisi deuxième. Bon, Guillaume Play, il va très très mal jouer son début, mais il va avoir un joueur qui va jouer encore moins bien que lui par la suite, ce qui va plus ou moins le sauver. Parce que pour moi, il me semblait complètement condamné. Je vais le noter un moment sur ma tablette, je vais dire, il me semble condamné. Tout le monde a l'air de l'avoir identifié comme traître, il a un comportement qui vraiment l'identifie comme traître, même si sur une épreuve, il va bien rattraper le coup. Mais honnêtement, très mauvais démarrage de Guillaume Play. Guillaume Play qui se retrouve traître, évidemment le parallèle avec le quatrième mur, avec les accusations qu'il y a eu récemment, etc. Forcément, ça a fait encore plus réagir, la marmite explose. Ceci étant, voilà, moi j'ai déjà dit, Guillaume Play, là on juge sur ce qu'on voit à l'image, etc. Et honnêtement, c'est plutôt cool de le voir dans l'émission, il s'en sort plutôt bien hier soir. Faut pas non plus tomber dans une forme de mensonge éhonté, voilà. On peut ne pas l'apprécier ou autre, mais en tout cas, toutes les personnalités hier soir se sont bien sorties, il faut le dire. Alors, et on nous dit qu'il va y avoir un troisième choix, qui sera entre Juju Fitcat et Thibaut InShape. Et on nous révèle pas le choix. On nous dit pas qui est le troisième traître. Je tiens à dire que cette idée de montage était formidable. Je reviens sur ce que je vous avais dit quand je vous avais fait une vidéo, pas celle où je vous ai fait le tout savoir sur la saison des traîtres. Et je vous avais dit, le choix évident, c'est de prendre Thibaut InShape comme traître parce que je pense qu'il serait un excellent traître. Je pense. Au final, ça s'est pas révélé vrai, mais moi je pensais qu'il serait un excellent traître. Cependant, je pense que l'excellent contre-pied, ça serait de prendre Juju Fitcat parce qu'on ne s'attend pas du tout à qu'elle soit traître. Et en fait, je pense qu'elle pourrait être une excellente traître. Je vous l'avais dit l'année dernière, je vous l'avais dit lors de la saison précédente. Enfin, lors de mon teasing de tout savoir sur la saison. Vous pouvez le revoir. Et ben, ma suspension d'incrédulité a fini par sauter. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu de ce que je venais de vous dire. Hein. C'est-à-dire que j'étais convaincu la semaine dernière. Mais lors de la promo, j'avais vu que Juju Fitcat pleurait beaucoup. Donc je me suis dit, ça se trouve, peut-être que ça révèle qu'elle se fait éliminer ou qu'elle se fait totalement manipuler par Thibaut InShape, j'en sais rien. Peu importe, mais en tout cas, ça semblait... Voilà. Et ce qu'on voyait à l'image du jeu de Thibaut InShape, ce que je vous-entendais avec Guillaume Play, c'est que Thibaut InShape va jouer d'une manière comme s'il était traître, alors qu'il ne l'est pas du tout en plus, il est innocent. Mais il va jouer comme un traître. Ce qui fait que ça va encore plus le mettre dans la merde, parce qu'on va plus se dire, il est traître, et en fait, à partir du moment où l'idée est lancée, il va pas réussir à virer de bord. Ce que d'ailleurs avait du mal à faire Guillaume Play aussi, de son point de vue, sauf que heureusement, Thibaut InShape a tellement mal joué qu'en fait, Guillaume Play était très mal parti, et les votes se sont orientés vers Thibaut InShape parce qu'il y avait une forme d'évidence, de logique d'évidence. Voilà. On en reparlera parce que c'est extrêmement important pour le vote de Juju Fitcat, on en reparlera tout à l'heure. Lorsque les yeux vont s'ouvrir, donc déjà voilà, on ne connaît pas donc si c'est Thibaut InShape ou Juju Fitcat. Et tout le programme, et bah avant qu'on ait la révélation, Thibaut InShape jouait tellement comme si c'était un traître que ça a réussi à me persuader que c'était un traître. Ça a réussi à me persuader que c'était un traître. Ce n'était pas un traître, on le sait, mais moi, j'étais persuadé que c'était un traître. Dites-moi si ça a marché sur vous, mais j'étais persuadé. Je me suis dit, non, Juju Fitcat, elle n'est pas traître. C'est Thibaut InShape. Il joue mal, en plus, il joue mal. C'est-à-dire que c'est un mauvais traître. Et je me suis dit, purée, le programme, dommage, hein, parce qu'ils ont Guillaume Play qui est traître et qui joue mal, et Thibaut InShape qui est traître et qui joue mal. Putain, pas de chance. Et bah, pensez-vous, en fait, c'est Juju Fitcat. Exceptionnel. Alors, lorsque les yeux s'ouvrent, on voit que Guillaume Play est très nerveux. Au lieu de regarder les gens, en fait, il évite les regards. Ce qui, évidemment, va mettre la puce à l'oreille de beaucoup de gens. Bon. J'ai noté à ce moment-là, juste sur ma tablette, parce que je voulais absolument noter ce genre de choses, que 21h42, donc, on connaît, alors il y a un traître qu'on connaît pas, mais le programme démarre. Le programme a dû commencer vers 21h14, 21h13, quelque chose comme ça. Ça veut dire que là, on venait de prendre 30 minutes. J'avais l'impression que ça avait commencé depuis 5.
jamais vu. Du jamais vu dans les programmes de télé que je regarde, où t'as l'impression que le temps passe à une vitesse absolue. Tellement monté, tellement dynamique, tellement magique. Là, le peu que je viens de vous dire, ça a pris 30 minutes. J'ai pas vu passer. Hein. Si vous l'avez vu passer, formidable. Moi, 5 minutes. Pour moi, j'avais l'impression que le truc venait de démarrer. Exceptionnel. Et c'était déjà 21h42. Et là, donc Charlotte de Turckheim, hyper active dans la recherche, le loyal, etc. Et alors, elle a joué. Mais alors, si j'étais dans le jeu, Charlotte de Turckheim, pour moi, c'est une loyale. Hein. C'est pas une traître. Elle le joue exceptionnellement bien. Elle cherche beaucoup. Elle a des questions hyper persuasives, hyper percutantes, notamment sur Guillaume Play, mais aussi sur d'autres candidats du programme. Elle est excellente. Honnêtement, là, on a 2 traîtres, parce qu'on a aussi Jujufit 4, on en parlera juste après, qui sont... Guillaume Play, je pense que ça ne durera pas jusqu'au bout. Je pense qu'il se fera griller. Mais les 2 autres, par contre, elles ont pris, à mon avis, une longueur d'avance. L'autoroute du soleil. Ensuite, on a une épreuve. Avec un cercueil. Jean Lassalle va enlever ses chaussures, etc. Mais quand je vous dis Jean Lassalle, je ne vais pas vous décrypter ce que fait Jean Lassalle, c'est juste pour vous dire que Jean Lassalle, vous le prenez, vous mettez chaque séquence, il est extraordinaire. Quand il se retrouve dans le cercueil avec les blattes, les machins, le mec, vraiment, mais il est en mode, genre à la plage, enfin bref, exceptionnel. Et Christopher, donc le candidat de N'oubliez pas les paroles, qui se retrouve également dans le cercueil. Lui, il va être beaucoup plus inquiet, parce que voilà, il y a des bestioles, etc. etc. Ok. Donc, il y avait des cordes à dérouler. Ensuite, il fallait utiliser des rames pour aller chercher un truc, etc., etc. Et le but, ça a été de remporter, évidemment, comme d'habitude, une amulette pour se protéger. Victoire de l'équipe de Jean Lassalle, qui va remporter la victoire. Quand ils vont chercher Jean Lassalle, t'as vraiment l'impression qu'il a vécu sa meilleure vie. Bon, voilà. Jean Lassalle, d'ailleurs, ne fait aucune recherche. Il cherche même pas à savoir qui est vraiment traître, il joue aux échecs, il vit sa meilleure vie. Sa meilleure vie, Jean Lassalle. C'est exceptionnel. Exceptionnel. D'ailleurs, on fera une remarque après sur Claude pour dire qu'il ne recherche pas assez qui est traître, qui est pas traître, etc. On en reparlera après. Mais ce que je veux dire, c'est que Jean Lassalle, c'est encore pire. C'est que Jean Lassalle, lui, par exemple, il va y avoir aucune idée, aucune imagination que Jean Lassalle puisse être traître. Hein. Ça veut dire que s'il fallait en choisir un, tu te dis que tu choisis Jean Lassalle, personne, mais personne dans le programme ne peut s'imaginer qu'il est traître. Tu le sens, il n'y a pas une seule personne qui se dit « Ouais, mais Jean Lassalle, il est traître. » Et t'as l'impression qu'il joue ça. Il est hors du temps, Jean Lassalle. Et donc en vrai, tu choisis Jean Lassalle là, mais je pense que c'est impossible d'imaginer qu'il est traître. Impossible. Donc il récupère une amulette. J'aime bien moi le système de... on arrive devant le truc, on sait pas forcément qui a récupéré l'amulette, etc., etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y aura après une deuxième amulette qui va être remise. Et on va avoir des problèmes parce que je pense qu'ils auraient voulu faire le même gimmick et que ça n'a pas fonctionné. On en reparlera après. Kairon prend des notes. Quand il écoute les gens, etc. Donc, menace assez identifiée. Et c'est vrai que je trouve que là, il a donné beaucoup de billes pour qu'on l'élimine, Kairon. Parce qu'en fait, il prend des notes. Mais il prend des notes un peu sur tout et rien. Donc, c'est assez dur de déterminer vraiment sur qui il était totalement ciblé. D'ailleurs, ça va être sorti par Guillaume, je crois, qui va dire oui, mais en fait, il avait des notes sur tout le monde. Donc, si tu me dis les traîtres, ils ont éliminé Kairon parce qu'il était en train de s'approcher d'un traître. Honnêtement, et j'ai trouvé, donc Guillaume, là, il a été très bon. Très bon argument. Claude se voit évidemment comme une cible. Moi aussi, je le voyais comme une cible parce qu'il se dit voilà, on me connaît, je suis très stratège, etc. Donc je serai le candidat à éliminer assez évident parce que je suis dangereux, etc. etc. Bon. Donc j'étais assez inquiet à cette fin d'épisode. 22h06, donc la première pub. Retour de pub. On découvre que Jujufit 4 est traître à la fin de ce premier épisode. J'y étais pas du tout, je l'ai marqué, je n'y étais pas du tout. Et ensuite, on voit la révélation que Kairon est éliminé puisqu'il ne rejoint pas la salle commune. Les gens rejoignent la salle commune au fur et à mesure, etc. Il y a des candidats qu'on a peu vus dans ce programme, hein, pour le moment. Ça arrive, vous inquiétez pas. Je comprends pourquoi ils ont fait ces choix, on en reparlera juste après, mais il y a des candidats qui ont été beaucoup vus et d'autres peu. Mais je pense que c'est parce qu'il y a des candidats qu'on verra plus par la suite. Voilà. Et c'est Vincent, le philosophe, qui était hier dans mon live, d'ailleurs je le remercie, qui avait l'amulette. Donc on ne savait pas qu'il y avait l'amulette, nous non plus, c'est bien, c'est sympa. On en reparlera après pour ce choix. L'épisode se termine là, et là il doit être 10h et quelques, et honnêtement je n'ai pas vu le temps passer. C'était tellement fluide, tellement génial que t'avais qu'une seule envie, c'est que le programme redémarre, s'enchaîne. J'aurais pu en bouffer, je pense, des programmes comme ça pendant encore des heures et des heures. Vous allez me dire à un moment peut-être qu'on serait fatigué, mais là j'en redemandais quoi. Donc voilà, Kairon s'en va. Évidemment, moi je suis un immense fan de Kairon, donc j'étais déçu. Mais ce que je me suis fait comme réflexion, et je l'ai partagé sur Twitter, c'est que j'ai dit en fait j'aime tellement tous les candidats du programme
qu'en fait ça me fait chier de tout. C'est-à-dire quand Norbert s'en va, ça me fait chier, quand Caroline s'en va, ça me fait chier, quand Kairon s'en va, ça me fait chier, si Claude s'en va, ça me fait chier, si je sais pas moi, Guillaume s'en va, ça me fait chier, si Thibaut InShape s'en va, ça me fait chier, si Julie Fit4 s'en va, ça me fait chier, etc., etc. En fait, je les aime tous parce que ce qui est bien dans ce programme, c'est que j'ai pas l'intention de vouloir que quelqu'un gagne. Je veux juste par contre avoir la meilleure performance de chacun. Parce qu'en fait, je les aime tellement tous qu'il n'y a pas ce problème de... ils sont tous excellents dans le casting. Donc voilà. On va passer maintenant à l'épisode 2. Épisode 2 de Les Traîtres, diffusé hier soir. Alors on commence par l'épreuve, directement, avec une épreuve dans une chapelle. Je vais vous dire un truc. C'est probablement, c'est même sûr d'ailleurs, une de mes épreuves préférées de ces dernières années dans les créations que j'ai vues. Ouais, j'ai absolument adoré. C'était un mix entre les énigmes du Fort Boyard, mais accessible quand même à un grand nombre, même si c'était pas si évident que ça, mais c'était accessible. Donc hyper bien pour le programme familial. Et il fallait donc, il y avait des gens qui étaient masqués dans une chapelle et il fallait identifier, ils avaient sur eux quelque chose, soit un élément remarquable, soit un objet, soit voilà, des choses différentes. Et l'énigme te permettait de trouver, d'identifier parmi tous ceux qui sont masqués, quelqu'un. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que ils en ont diffusé que 3. Il y en a eu bien plus, je crois qu'il y en a eu 5, je crois. Puisqu'on est arrivé à un final 2-2 et après il y en a eu un en plus. Bon. Mais, sincèrement, j'en aurais... et on en a vu que 3. Mais moi, ou même peut-être 7, je sais pas. Il faudrait que je refasse les calculs, peut-être qu'il y en a eu 7. Peu importe. Mais en tout cas, il y en a eu que 3 diffusés, ça c'est sûr. Mais j'aurais aimé tous les voir. Je trouvais que... Alors, ça aurait rallongé. Ça aurait enlevé le rythme qui était déjà exceptionnel et excellent sur cet épisode. Mais j'ai tellement aimé. En fait, j'étais avec eux en train de lire les énigmes. J'essayais de les comprendre. Ensuite, j'ai essayé de regarder les mecs. Limite, j'aurais aimé que la prod ne nous montre pas, par exemple, le mec ou la fille qui porte l'objet, etc. Qu'on nous laisse chercher, tu vois. Qu'on se dise, tiens, parce que déjà l'énigme, ça nous laissait chercher. Mais là, j'aurais encore plus cherché parce que c'était génial, quoi. Que dire de plus, vraiment fabuleux, une superbe épreuve. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Nathalie, par exemple, va oublier le chiffre qu'elle entend dans le confessionnal. Elle repart, etc. Voilà, elle l'oublie. Bon, parenthèse refermée. Il y aura, vu qu'ils sont un chiffre impair, Jean Lassalle renonce à participer. Ça aurait pu quand même mettre la puce à l'oreille en se disant tiens, il refuse de participer, est-ce que c'est... Mais en fait, il a l'air tellement d'être un peu dans bas les couilles que je vous dis, mais si vraiment il est traître, si un jour il devient traître, mais c'est formidable. Personne n'imaginerait que Jean Lassalle est traître. Personne. Voilà. Tom se trompe sur la mort, alors que pourtant il avait bien résolu une énigme, que c'était bien une tête de mort qu'il fallait chercher, sauf qu'il voit quelqu'un avec une fossile un peu type Sons of Anarchy, et ben malheureusement il décide de... un peu parce qu'il voit qu'elle est là et elle est juste à côté de lui, donc il se dit si je le prends pas, et ben elle va le prendre et j'aurai des regrets. Donc il se lance, il dit est-ce que c'est vous? Elle lui répond non et il a perdu. Bon, voilà. Christopher qui part, donc le mec de N'oubliez pas les paroles, qui part à fond, etc. etc. Et il arrive devant quelqu'un qui a une canne, il sait que c'est une canne à chercher, et il la prend pas. C'est-à-dire qu'en plus la canne elle est pas cachée, quoi. La personne la tient dans la main, il sait qu'il cherche une canne, il arrive devant la personne, il passe devant, et il la voit pas. Mais à la limite, cherche pas quoi. Lui, il faut pas qu'il cherche un poignard dans Koh-Lanta parce que s'il voit pas une canne qu'on voit qui est visible, alors un poignard qui est invisible, lui il peut chercher 1000 ans. lui, voilà. Hein, on les met tous les deux avec Dorian en finale de Koh-Lanta dans l'épreuve d'orientation. Ça dure 8 jours. Le lendemain, on n'a pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Donc voilà, assez dingue. Et donc c'est Charlotte qui va réussir à trouver la canne en fait, parce qu'elle se présente, elle voit la canne, hop, elle récupère, et donc gagne 2-2 après une avance rapide à ce moment-là, et arrive le moment un peu what the fuck. Donc Vincent le philosophe, il affronte lors d'un duel, le dernier duel qui reste, il lit le livre, il voit l'énigme, il comprend l'énigme, il a la réponse. Et décide de pas y aller. Alors son argument c'est de dire que il fait exprès de perdre pour ne pas inquiéter les traîtres. C'est-à-dire que pas montrer qu'il est trop fort. Parce que les traîtres auraient très bien pu vouloir l'éliminer. Comme ils le font d'ailleurs avec Claude après. Si c'est Claude qui s'en va. On en reparle. Mais, parce que je ne sais pas, hein, je n'ai aucune info. Je dis juste que ça a l'air de nous emmener vers Claude éliminé. On en reparlera après. Et ben,
c'est qu'il a décidé de moins montrer ses forces, de rester un peu en retrait, ce que n'avait pas du tout fait Bernard, pour ceux qui se souviennent, l'auteur dans la saison 1, qui lui était hyper incisif dans les enquêtes, hyper intrusif, hyper machin, etc. Ce qui au final d'ailleurs paradoxalement l'avait sauvé, parce qu'il était tellement intrusif et tellement en train de chercher que on se disait que si jamais il le faisait sauter, ça mettait vraiment en évidence qui était traître, qui n'était pas traître. Là, parce que Bernard était très ciblé, c'est-à-dire qu'il avait ciblé quelqu'un et il prenait quelqu'un. Bon. Donc ça marchait beaucoup mieux. En tout cas, bon, c'est un choix. Moi personnellement, je suis pas convaincu par ce choix. Je trouve que c'est honnêtement, ça reste des énigmes qui sont quand même accessibles, et venir faire comprendre que non, on n'est pas capable de les résoudre. Après qu'ils les résolvent pas en 30 secondes, limite, moi ce que j'aurais fait, si j'avais été lui, hein, j'aurais vu le gamin partir juste au moment où il s'en va. Enfin, tu vois, la personne qui part, dès qu'elle part, je me lance juste après. Genre, pas immédiatement, mais 3 secondes après, tu vois, j'attends que la personne parte 3 secondes, je fais « Ah oui !» et puis hop, je pars. Tu vois, un peu le « Oh oui, mais c'est vrai !» Et voilà. Bon, dites-moi ce que vous auriez fait, évidemment, ce que vous en pensez de cette stratégie. Sous les masques, il y avait Norbert et Caroline qui réintègrent le jeu. Eric Antoine sous-entend et explique peut-être qu'ils reviennent en tant que loyal, peut-être qu'ils reviennent en tant que traître. On n'a pas l'info. Et déjà juste le préciser comme ça et le sous-entendre que potentiellement l'un des deux pourrait être traître, ce doute-là mis par Eric, c'est formidable, c'est formidable. Là vraiment, présentation vraiment très très léchée, les détails, tout dans les détails. Bon. Nous on apprend qu'ils sont loyaux, parenthèse refermée. Christopher, donc après il y a la scène de l'amulette. Christopher va ouvrir donc les caissons comme tout le monde, il ouvre le caisson et je pense que c'était compliqué en termes de montage parce qu'en fait il ouvre le caisson, il voit l'amulette et directement il saute en l'air partout, etc. Donc il est content d'avoir l'amulette. Peut-être que la production aurait peut-être aimé ne pas le montrer. Bon, peut-être que c'était capable de couper quand même, à voir. Bon. Mais en fait, je l'ai compris après, c'est pour ça que j'ai dit tiens c'est dommage, j'aurais préféré limite ne pas savoir, comme dans le premier cas de figure, on le sait pas. Mais en fait, il fallait qu'on le sache parce que ça avait une importance capitale dans la narration de la suite de l'épisode. Pourquoi? Parce que on va lui poser la question, donc c'est Vincent qui va lui poser la question de mémoire, et qui va lui dire « Est-ce que tu as l'amulette ?» Et il va répondre « Non ». Au lieu de répondre je ne sais pas, je peux pas te dire, ou j'en sais rien, une réponse on noie le poisson quoi, il répond non. Mais répondons avec une franchise, et là Vincent lui répond et lui dit « Ah bah si tu me dis que tu l'as pas, franchement si je suis traître, je peux t'éliminer quoi. » De façon un peu péremptoire quand même de dire en gros je peux t'éliminer, donc ça sous-entendrait que je suis traître, etc. Donc on va pas t'éliminer, etc. Bon, voilà. Mais en tout cas il dit j'ai pas l'amulette. Ok. Il se rend compte qu'il a fait une bourde, parce qu'on lui souligne qu'il a fait une bourde. Je suis pas sûr moi qu'il ait fait une bourde. Je suis pas si sûr. Parce que, ok, il dit, voilà, parce que stratégiquement, c'était un coup de maître. Il dit, j'ai pas l'amulette. Et c'est la position qu'il a tenue. Un traître intelligent, choisi, en disant, je vais le prendre lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a garanti qu'il n'avait pas l'amulette. Je peux me gourer, je veux dire. Tu fais n'importe quel autre choix, à part si c'est dans l'équipe qui avait gagné l'amulette, d'accord? Mais si tu fais dans l'autre équipe, là, c'est sûr que tu t'assures. Mais là, si tu vas dans cette équipe-là, tu prends lui parce qu'il t'a assuré qu'il avait l'amulette, qu'il n'avait pas l'amulette, excusez-moi, et donc tu pouvais le choisir. Sauf que, il décide de réagir et d'aller voir JujuFitCat. Et c'était qui l'autre avec qui il s'est adressé, est-ce que je l'ai noté? Ah oui, à Andy, il va aller voir. Voilà, Andy raconte, il va voir. Donc Andy raconte et Juju, et il lui dit, enfin il leur dit à tous les deux, en fait j'ai menti, j'ai bien l'amulette. Et JujuFitCat, évidemment, est traître. Et donc là, JujuFitCat va se retrouver avec l'info en disant « Oui, il nous a annoncé qu'il n'avait pas l'amulette, donc c'est vrai que c'est une cible désignée. Cependant, moi, je sais qu'il a l'amulette. » Alors elle dit « Est-ce que le bon plan, ça serait... » Et elle a raison. JujuFitCat a été incroyable hier soir, incroyable. Elle dit peut-être que le bon choix, ça serait de voter quand même, malgré tout, contre lui. Pourquoi? Parce que si on le choisit, d'accord, il n'y a aucun éliminé ce soir. C'est une théorie qui est possible. Hein. C'est une théorie qui est possible. On dit, j'élimine personne. Enfin, je choisis ce candidat-là. Et comme ça, JujuFitCat est innocenté dans tous les cas de figure. Parce que là, Juju, en plus, la fin d'épisode avec Thibaut InShape, etc., déjà pour moi, est l'innocence pure. Mais là, elle est encore plus innocentée parce qu'elle avait l'info. Elle avait l'info qu'il avait l'amulette. D'accord? Si jamais derrière, intervention de notre ami Christopher qui décide de dire
bah non, ça peut pas être Juju parce que moi j'avais dit et j'avais déclaré que j'avais l'amulette et qu'elle vote contre moi, ça veut dire qu'elle peut pas être traître. Elle aurait pas fait une erreur pareille. Masterclass ultime si c'est le cas. Je sais pas si ça va être le cas. Parce que là, en fait, le teaser nous montre pas certains candidats, notamment Claude par exemple, qui a l'air d'être quand même balle embarqué, on en parlera juste après. Mais là, si jamais ils ont fait ce cours-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éliminé. C'est une théorie, il n'y a pas d'éliminé parce qu'ils auraient voté contre la personne qui a l'amulette, volontairement pour protéger Juju. Si c'est le cas, masterclass. Même si pour moi Juju Fitcat est tellement innocenté par rapport à ce qui s'est produit face à l'élimination de Thibaut, qu'en réalité ce n'est pas forcément vital, mais là elle s'assurait la paix civile pendant le milliard d'années du programme. Bon, voilà, on nous entend, donc Thibaut InShape est plus ou moins condamné. Voilà, on le sent, tout le monde est convaincu, en plus c'est une façon de jouer qui est très bizarre, dans la voiture il sous-entend qu'il est plus ou moins traître, etc. Très bizarre de jouer. J'ai l'impression que Thibaut n'est pas du tout rentré dans le jeu et en fait à partir du moment où il a été catalogué comme traître, il n'a pas su comment gérer cette info en fait. Je pense qu'il aurait été plus facile pour lui de gérer le fait qu'il soit vraiment traître parce qu'au moins il aurait dû à se défendre, tu vois, parce qu'il était traître donc il aurait eu à se défendre. Là en fait il était loyal et il savait pas vraiment comment se défendre pour pas être traître. Tu vois, il y avait un côté un peu bizarre là-dedans et derrière après ça a été un peu un cataclysme. On nous sous-entend aussi que Vincent est en danger. Parce que Claude sous-entend que Vincent, bonne analyse du jeu, très voilà, il est très curieux, il est très dans le détail, très machin, etc. Et Claude, juste je le dis en parenthèse parce qu'on l'a peu vu, mais le peu qu'on a vu, Claude en facecam c'est toujours génial. Quand on le voit par exemple parler de Vincent, il nous fait un petit monologue là juste de 15 secondes où il te donne l'essentiel des informations. C'est là qu'on voit qu'il a l'habitude de faire les programmes du style Koh-Lanta, etc. où tu parles devant facecam pour dire ma stratégie c'est ça, machin, etc. etc. parce qu'il est extrêmement concis, extrêmement efficace. C'est peut-être l'un des meilleurs, toutes saisons confondues. C'est discutable. D'ailleurs Pascal aussi qui était très bon là dans ce domaine. En facecam, je dirais aussi qu'il y a Freddy aussi qui était excellent dans Koh-Lanta aussi, qui était vraiment dans le haut du panier. Il doit y en avoir d'autres, proposez-moi des noms de candidats comme ça qui sont d'une... Patrick aussi, ah ouais Patrick aussi, Patrick, exceptionnel aussi dans ce genre de style facecam un peu comme ça, que ce soit en interview ou même juste dans la forêt, etc. Il était fabuleux. Voilà, ça c'était des genres de candidats qui sont vraiment très très bons. J'oserais même dire aussi que Marc était particulièrement exceptionnel dans ce domaine. Pourtant je ne suis pas le plus grand fan de Marc, je sais beaucoup que je l'aime bien, mais voilà, bon, je retire ce que je disais sur Koh-Lanta, on revient sur les traîtres. Mais c'est pour dire que Claude il a vraiment cette technique comme ça qui est très bien posée et on voit voilà, il est très concis, efficace et parfait, et en plus avec, je trouve, alors évidemment il se trompe hein, parce qu'il propose Vincent. Donc il se trompe, mais j'ai trouvé qu'il avait une façon de parler du jeu que j'ai trouvé qu'il était très intéressant, et évidemment j'espère qu'il va rester longtemps, même si ça sent pas bon. Voilà. On nous précise donc au moment du vote que Norbert et Caroline ne peuvent pas voter. Et vu que Claude a été pas mal en avant, et il y a toujours le même raisonnement que depuis le début. Claude est un danger, on peut l'éliminer, voilà, c'est un peu une cible évidente. Tout le monde vise Thibaut. Tout le monde, voilà, sur la table, tout le monde est d'accord, c'est Thibaut. Plus du tout d'évocation de notre ami Guillaume Play, qui lui était complètement ciblé au tout début, et qui, vu qu'il y avait l'évidence de Thibaut InShape, peut-être que l'épisode prochain reviendra sur Guillaume, mais en tout cas là, il est complètement sorti des radars, il est même pas proposé dans les noms. Même pas proposé. C'est-à-dire que moi j'aurais aimé qu'il le propose. C'est-à-dire qu'il y en a au moins un qui... Là ils ont du temps dans la table. Ils ont juste parlé de Thibaut et de Vincent. Moi j'aurais aimé... Alors ils sont convaincus que c'est Thibaut. Mais moi j'aurais aimé qu'il y en ait quand même un, malgré qu'il soit convaincu qu'il soit Thibaut, que c'est Thibaut. Et c'est pas grave. Utilise ce temps pour obtenir une information en plus, en disant... Moi, j'ai quand même, alors j'ai des doutes sur Thibaut, mais j'ai aussi des doutes, et pam, et là tu lançais sur Guillaume Play, et vu que Guillaume Play avait particulièrement mal joué le coup depuis le début, ça se trouve là, tu obtenais une information vitale et décisive. Bon. Donc Thibaut InShape va répliquer lui sur Vincent, Claude va le suivre d'ailleurs là-dedans, et au moment où il va annoncer, donc j'ai un doute sur Vincent, et j'ai un doute sur Juju Fitcat. Je trouve qu'il l'a super mal vendu. Mais alors, il l'a mal vendu parce que l'idée était pas mal là, derrière. Il dit, je sais que je ne suis pas traître. Et si je ne suis pas traître, je pense qu'il y en a un de nous deux qui l'est, et donc c'est forcément toi. Cette façon de présenter ça, je trouve qu'il l'a présenté, mais tu vois, il n'était pas assez affirmatif. Tu vois, il a pas monté les épaules en disant, moi, je sais que je suis pas traître, j'en suis sûr. Et ce qui fait que si jamais je suis pas traître, je pense que c'est Juju qui est traître. Et là en plus elle joue bien parce que pour moi là elle a ciblé tout le monde contre moi, etc. T'avais un moyen peut-être d'en sortir comme ça. Je dis pas que ça aurait créé le doute, mais en tout cas il y avait moyen de mieux le vendre parce que là je l'ai pas trouvé très offensif. Juju va pleurer, elle va pleurer.
Elle va pleurer parce qu'elle va choisir évidemment de voter contre Thibaut. Alors le résultat va être donc 13 votes contre Thibaut InShape, 2 votes contre Vincent, Claude et Thibaut InShape. Ok, donc Thibaut InShape est condamné. Jujuficat va pleurer, mais elle va pleurer parce qu'elle dit « Je pense que tu es traître, je suis convaincu que tu es traître. Je vote contre toi, je suis tellement déçu de ne pas continuer le programme avec toi, blablabla. » Et avec de l'émotion, une émotion qui n'est pas factifiable, qui est réelle, alors qu'elle est traître et qu'elle élimine Thibaut InShape et que c'est volontaire, que tout ce qui a été fait depuis le début du programme a été fait pour éliminer Thibaut. Que tous les arguments, tous les trucs, elle n'a pas essayé de dédouaner Thibaut à un moment. Non, Thibaut est condamné, même à la table, elle le condamne, tout le monde. Et là, elle pleure. Et elle pleure avec sincérité parce qu'elle sait que Thibaut InShape n'est pas traître. Et que quand ça va se révéler, en fait, on a l'impression qu'elle a oublié qu'elle était traître. Et qu'elle découvre elle-même que « Oh putain, Thibaut n'est pas traître ». C'est du style « Waouh, il est pas traître ». Alors, je suis pas traître, il est pas traître, purée, on n'est pas traître, quoi. C'était incroyable. Il y en a qui n'ont pas été d'accord. Les pleurs, etc. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Pour moi, c'est une masterclass. Donc après, elle pleure. Les gens autour de la table sont hyper émus, etc. Pour moi, ça l'innocente. Mais alors, pour les milliards d'années qui arrivent, parce que je ne vois pas Jujuficat comme étant une traître. Impossible. Moi, si je suis dans le jeu, impossible de l'imaginer comme traître. Parce que pour moi, elle était convaincue que Thibaut InShape était traître. Donc pour moi, elle n'est pas traître. Elle va jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout de la démarche. Et là, elle a déception de ne pas être traître. Alors qu'en vrai, quand t'es traître, t'as éliminé un non-traître, tu devrais être heureux. Et ben là, c'est pas le cas. Et c'est pas en plus de l'émotion fake, c'est de la vraie émotion. Pas jouable, invérifiable, formidable, fantastique, magique, exceptionnel. Là, buvez des shots à volonté parce que vraiment, j'ai répété les mots 23 fois. Thibaut fait sa déclaration et annonce qu'il est loyal et s'en va. Là, je lui fais 4 peurs à nouveau. Donc j'ai marqué, je l'ai marqué. Dinguerie involontaire, elle porte l'innocence sur elle avec ses pleurs. Formidable. Les traîtres vont évidemment se réunir. Et lors de la réunion, ils vont partir sur 2 prénoms. Il y a Claude, parce que Claude dangereux. Et Natacha Saint-Pierre, que je n'avais pas évoqué jusqu'à maintenant, mais qui a eu parfois des petites déclarations, notamment sur Guillaume Play, en disant « Toi, je sais pas pourquoi, je te sens traître. » Bon. C'est un peu léger, etc. Bon, ça crée quand même un mini suspense. On a vu le teasing de la semaine d'après. On n'a pas vu Claude dans le teasing. Moi, je pensais qu'on n'avait pas vu Natacha. D'après les gens, on a vu Natacha. Bon. Je trouve que le teasing nous sous-entend vraiment que Claude est parti. Voilà, Claude est parti, c'est terminé. Je trouve que Claude est éliminé. Est-ce que la bonne réponse, c'est pas personne n'est éliminé ce soir? Ils ont voté contre la personne qui avait l'amulette et personne n'est éliminé. Voilà, je lance ça. Pour moi, Claude est condamné. Il y a 98% de chances que Claude soit condamné. Si c'est pas Claude et que c'est un vote de dinguerie comme ça, fait parce que Jujuficat veut se protéger, etc. Si c'est le cas, parce qu'il y a quand même un doute, parce que maintenant, vu qu'il y a ce raisonnement qui existe, c'est-à-dire que si c'est pas Thibaut InShape, ça peut être Jujuficat, même si pour moi elle s'est innocentée pour 1 milliard d'années, je l'ai redit, ça peut être une masterclass ultime. Masterclass ultime. Je ne sais pas si ça va se produire, mais si jamais elle vote, et l'ensemble des 3 traîtres votent contre Christopher et l'élimine, ça peut être un coup de maître pour moi dans le jeu. Je peux me tromper, mais ça peut être un coup de maître. Parce qu'il y a l'info, c'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il n'avait pas l'amulette, il a annoncé qu'à 2 personnes qui l'avaient, donc ça peut innocenter ces 2 personnes, et en sachant que Juju fait partie de ces 2 personnes, ça peut l'innocenter pour le reste du jeu. Ça serait formidable. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous ai dit, génial, formidable, exceptionnel, tout ce que vous voulez, mais il est 23h et des brouettes, je n'ai pas vu le temps passer, je n'aurais repris un d'épisode. Le montage, les teasers, le suspense, là à la fin, j'ai qu'une seule hâte, c'est de savoir si Claude est parti. Alors évidemment, ça serait la déception parce que j'adore Claude, mais voilà, t'as envie de dire, mais voilà, s'il s'en va, il y en aura d'autres parce qu'il y a tellement d'autres candidats qui sont intéressants qu'on n'a pas vu, Vincent de Zania qu'on a très peu vu, etc. Il y en a plein que j'ai envie de voir dans les prochains épisodes et voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être la semaine prochaine. Voilà, la vidéo a dû être très longue, je m'excuse, mais franchement ça le méritait. Elle est exceptionnelle cette saison, elle démarre, voilà, conseillez-le autour de vous parce que je pense que c'est un programme qui mérite bien mieux d'audience que ce que ça a fait hier. Ça mérite toute l'attention de plein de gens, c'était formidable. Donc un programme familial, un programme d'été qui est exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager. Je vous attends évidemment en commentaire pour me faire tous vos commentaires. J'ai tellement hâte de vous lire et qu'on partage notre passion sur ce programme, qui est vraiment le programme qui me passionne le plus en ce moment, c'est très clair. Même si j'ai adoré la dernière saison de Koh Lanta. Mais là, honnêtement, c'est tellement incroyable. C'est un perfect, quoi. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!